lien avec l'association Survie, c'est qu'on a eu un temps fort organisé par notre camarade Camille au point éphémère, où on avait eu un temps d'échange très très important et un pont important entre la France-Algérie et la France-Afrique. C'était à ma connaissance inédit à ce niveau de qualité d'échange. Et donc là, on est très content de continuer à partager avec l'association Survie nos échanges, parce que là, ce film Fanon hier, Fanon aujourd'hui, c'est Fanon l'Algérie hier, aujourd'hui la Palestine. Et j'aurais voulu commencer par savoir ce que Hassan et Omar tenaient tant à cette projection un 1er novembre. Ça nous a semblé très fort comme symbole, et nos camarades de l'association Survie un 1er novembre se sont mobilisés pour que ça puisse se réaliser. On les en remercie. Et Hassan, je suis vivement intéressé de la force de cette programmation, de cette idée que tu as eue. Bonsoir Camille, merci. Et cette force que tu as eue, je crois que même à Pointe-à-Pitre, tu l'auras évoqué le 17 octobre, tu étais dans cette période-là invité à Pointe-à-Pitre pour présenter ton film. Et du coup, pour le 17 octobre et le 1er novembre, ravi de t'entendre. Et après, notre camarade Omar. Merci. Alors bonsoir tout le monde. Avant tout, je voudrais déjà remercier le CICP de nous accueillir. Je voudrais remercier Survie et Algeria Watch de cette initiative aujourd'hui. Donc, comme tu le disais, Walem, ce 1er novembre. Alors, juste avant ça, je voudrais aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était assez important pour moi, je voudrais dédier cette soirée à François Gèze, parce qu'en effet, François, c'est quelqu'un qui a fait partie des premières personnes à me soutenir vraiment dans ce projet, qui a été un projet qui n'a pas été facile, parce que c'est un travail vraiment indépendant. Alors c'était important de le dire, et en même temps je voudrais aussi la dédicacer à Aïcha Moumen, qui est une amie qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est une grande militante, qui est partie, donc c'est important pour moi de le dire ce soir. Le 1er novembre, alors c'est une date qui a une date importante, parce que c'est la date d'un événement, d'un mouvement qui a fait école à travers le monde, qui a été la lutte de libération nationale algérienne. Aujourd'hui, je pense que quand on pense au 1er novembre, on ne peut que penser à nos frères palestiniens dans ce qu'ils subissent aujourd'hui. Alors je parle de la Palestine, mais je ne vais pas parler que de la Palestine, parce qu'aujourd'hui on peut parler de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe en Haïti. C'est important d'associer tout ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, de ne pas parler uniquement de la Palestine, de parler uniquement du Soudan ou autre. Je pense qu'il faut parler un peu de tout ça. Et de les lier à la date du 1er novembre, pour moi, c'est important. En même temps, je réalise depuis un petit moment qu'il y a une tentative qui est faite de désalgérianiser Fanon. On parle souvent de Fanon et son lien à l'Algérie, comme s'il avait fait 3 petits tours et puis s'en vont dans la révolution algérienne, et qu'ensuite il était parti dans autre chose et qu'il avait d'autres projets, et comme si l'Algérie n'avait finalement pas représenté grand-chose. Alors je dis ça parce que j'ai appris de manière assez amusante, par exemple, que dernièrement, il y a eu un événement international qui s'est fait au Maroc autour de Fanon, un colloque international, et qui était financé par l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, la plus grande industrie, et qui, dans la présentation du projet, alors moi ça ne me dérange pas qu'on parle de Fanon au Maroc, je ne vais pas rentrer dans les petites, au contraire, mais c'est très bien qu'on parle de Fanon au Maroc. La chose, c'est que dans la présentation qui était faite de l'événement, c'était que bon, Fanon, de toute manière, en France et en Algérie aujourd'hui, il n'est pas important. Par contre, au Maroc, aujourd'hui, nous avons une vraie politique panafricaine, et il est important que Fanon, nous accaparions Fanon. C'est un endroit, mais ce n'est pas le seul endroit. Il y a d'autres sphères où aujourd'hui on minimise la présence de Fanon et le rôle que l'Algérie a joué dans Fanon. Donc je reviens à cette date du 1er novembre, je pense qu'elle est très importante, elle est essentielle à la fois pour Fanon. Je crois que c'est quelque chose qui a changé également sa trajectoire, son parcours, et qui a fait le Fanon d'aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui.
travers de ce mouvement de libération. Oui, tu as fait une excellente synthèse. Pour nous, c'est une relation extrêmement logique, celle d'un combattant de la libération de l'homme, au sens le plus général du terme, le plus universel du terme, même si le mot universel aujourd'hui est à prendre avec des pincettes. C'est à cette date, c'est une date fondatrice de la résistance des peuples contre la servitude et le joug colonial. Et effectivement, Fanon, je me souviens de ce que disait un camarade dirigeant du GPRA quand je lui ai dit « Mais, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Fanon ?» Il me dit « Fanon, c'était un militant du FLN. » Donc, effectivement, Fanon a une trajectoire antérieure à sa jonction avec la révolution algérienne. Il est très tôt conscient des phénomènes raciaux, de ce que comporte la société occidentale, démocratique, comme ce qu'elle charrie comme vecteur extraordinairement négatif d'annihilation de l'humain. Et ça a été, à mon avis, un des grands moteurs de son choix de la psychiatrie comme spécialité médicale. Il considérait toutes ces manifestations de domination, d'exploitation, de spoliation comme autant d'expression de l'aliénation, de la privation de liberté. Et donc, dans sa pratique professionnelle, il a essayé de remédier à cette privation de liberté, il a essayé de faire face à l'aliénation dont souffrent les patients de santé mentale. Sur le plan politique, il a été aussi un homme de libération et un homme de désaliénation. Et il a retrouvé dans la révolution algérienne, dans les militants du FLN, il a retrouvé des compagnons de lutte pour la rectification d'une amputation de la dignité, d'une amputation de l'humanité chez les peuples asservis. Donc il y a cette double démarche chez Fanon, cette démarche professionnelle de désaliénation et cette démarche politique de libération qui, ensemble, à mon avis, sont les deux faces d'une action politique extrêmement cohérente, extrêmement pensée, loin de toute idéologie. Et moi, ce que je retiens chez Fanon, et ce que j'ai entendu dans la bouche des premiers militants FLN, ceux qui étaient autour du déclenchement du 1er novembre 1954, c'est cette volonté, ce désir de dépasser les idéologies, de ne pas les nier, de les prendre en compte sur le plan de la stratégie politique, mais de faire d'abord faire preuve de l'adhésion à un principe de réalité. Fanon, c'est un homme un observateur froid, un observateur enthousiaste, mais un observateur critique et rigoureux des sociétés humaines et de la politique. Ce n'est pas un idéologue. Il n'est pas là pour imposer ou recommander une vision du monde, une espèce de théologie politique, comme c'était à la mode dans les années 50 et 60, dans les milieux progressistes, par exemple. Donc c'est d'abord un homme de liberté dans sa pratique analytique, dans sa pratique politique. Voilà. Donc Fanon et le 1er novembre, ça me paraît être complètement normal, naturel et presque obligatoire, quoi. Ah oui, merci beaucoup Algeria Watch d'avoir proposé cet événement à Survie. On est ravis de pouvoir faire ces convergences et ces connexions-là. Moi, du coup, j'ai triché, j'ai regardé le film avant, vu que je viens d'arriver. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'est un objet qui est tellement intéressant et hyper équilibré aussi dans le dialogue entre le passé et aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant à ce titre-là. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette tendance peut-être à minimiser l'engagement algérien de Fanon. Effectivement, c'est pas qu'un penseur, c'est aussi un homme d'action en fait, et c'est réducteur de le prendre que en tant que psychiatre ou que en tant que théoricien. Voilà, c'est vraiment
un personnage qui n'est pas monolithique, qui a plusieurs facettes, et on ne peut pas comprendre vraiment son œuvre si on ne prend pas toutes ces dimensions-là en compte, et c'est vraiment important de le rappeler. Aussi, je pense que c'est important de dire qu'il était martiniquais, donc antillais. Là, depuis plus d'1 an, la Martinique est traversée par un mouvement qui s'élève contre la vie chère, voilà, pour des conditions de vie plus dignes et pour dénoncer en fait le déni d'égalité qui persiste aussi dans les territoires d'outre-mer. Et je pense aussi que l'actualité la plus récente concernant le texte du RN qui est passé là à l'Assemblée nationale pour révoquer les accords de 1968 avec l'Algérie, ça montre un peu aussi toutes ces persistantes et cette volonté coloniale de l'État français qui persiste, et tous les discours aussi sur l'anti-repentance qu'on entend dans la classe politique française qui ne permet pas de tirer au clair ce passé, cette histoire coloniale, et qui a des répercussions encore aujourd'hui, et c'est vraiment intéressant de se replonger dans l'œuvre de Fanon aujourd'hui du coup, et je rejoins tout à fait la pensée de Fanon, elle est invoquée beaucoup dans les rassemblements pro-palestiniens, mais aussi sur d'autres conflits dans le monde, et ouais, c'est vraiment un penseur de l'émancipation et de l'autodétermination qui est vraiment important aujourd'hui. Merci Camille. Sans plus attendre, on va vous demander si quelques-uns parmi vous veulent donner leur point de vue. Je saurais seulement vous recommander vivement, si vous avez aimé le film, une façon de le soutenir, c'est de l'offrir autour de vous. Il y a quelques DVD ici, c'est un bel objet. Et aussi vous recommander vivement de lire la contribution sur Billets d'Afrique de survie au mois de juin. Omar Bendera avait publié un remarquable article qui prophétisait justement tous ces rebondissements qu'on voit autour de la France-Algérie et ces relations qui est un cas unique dans les relations internationales. François Gèze aimait à dire que la France était encore malade de l'Algérie et réciproquement l'Algérie aussi. Et là, on ne vit que ça depuis. Ça, c'est un paroxysme qu'on vit là depuis plus d'1 an et demi, depuis la reconnaissance contre l'ONU du Sahara occidental qui est bafoué dans ses droits. Et l'autodétermination des peuples, c'était pareil avec Fanon, c'est un invariant, essentiel dans sa pensée. Donc si quelqu'un veut prendre la parole. Non, c'est très rapide, je voudrais juste savoir, déjà, merci Hassan pour le film qui est excellent. Je veux savoir si vous pouviez présenter un peu vos structures, parce qu'on a entendu les noms, mais moi je ne sais pas très bien ce que vous faites. Et Hassan, j'ai compris. Moi, donc, je représente l'association Survie. L'association a été créée en 1984 et on milite contre le néocolonialisme français en Afrique et dans les situations toujours coloniales, donc les territoires dits d'outre-mer, Mayotte, Kanaki, etc. C'est l'association qui a popularisé le terme de France-Afrique pour justement désigner ce système asymétrique et de domination de la France dans les anciennes colonies. Donc on a notre siège national ici au CICP à Paris, mais on a plein de groupes locaux à travers la France avec des militants, militantes qui portent ces questions-là d'anticolonialisme partout en France. C'est surtout des plaidoyers. Beaucoup de recherches aussi. On est beaucoup engagé dans des demandes d'ouverture d'archives sur certains crimes coloniaux. On est aussi beaucoup sur le terrain judiciaire. On a beaucoup d'actions en justice en cours pour faire reconnaître les responsabilités militaires et politiques françaises dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et on est aussi en action en justice contre Total Energy pour des violations des droits humains et environnementaux en Tanzanie et en Ouganda. Donc en fait, on est sur plein de plans vraiment différents. Et on traite aussi du néocolonialisme à travers les aspects culturels, économiques, militaires, enfin vraiment un peu de tout. Et on a une revue mensuelle aussi qui s'appelle Billets d'Afrique et qui va changer de nom pour s'appeler Décolonisons. Donc voilà, vous pourrez retrouver les contributions d'Algeria Watch dans le numéro de juin 2025.
Algeria Watch, c'est une association qui a été créée à l'initiative de la camarade Salim Amellah, ici présent, de François Gès, qui a été cité, pour exposer la situation des droits humains en Algérie. Et de fil en aiguille, et au fil des années, et sous la pression de nombreux amis qui se sont intéressés à ce que nous faisions, nous avons élargi le périmètre en interrogeant des sujets d'actualité politique, des sujets internationaux, d'un point de vue, j'allais dire, d'un point de vue de personnes libres de tout engagement partisan et surtout attachées au principe de l'état de droit, de la démocratie et du respect absolument sourcilleux des droits humains en général. Donc Algeria Watch a aujourd'hui 27 ans d'existence, je pense, hein, oui, à peu près. Voilà, et nous continuons à activer avec des camarades qui sont un peu partout. Nous produisons des articles, des analyses, parfois des podcasts et parfois des vidéos. Et en général, nous répondons un peu au questionnement d'une opinion qui n'est pas seulement algérienne d'ailleurs, parce qu'il y a des camarades qui sont français, marocains, tunisiens, espagnols, américains. Donc il y a un peu de tout. Et ça s'est ouvert un peu sur le monde et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir un regard à la fois maghrébin, africain et un peu de minorité ethnique ici en France. Voilà. C'est ça, Algérie. Alors, moi, Hassan Mézine, donc je suis photographe de formation, donc je suis militant également. Donc moi j'ai été aux premières heures des NGN de la République, c'est un mouvement que j'ai joint, et ce qui m'a permis de pouvoir me retrouver dans des fronts différents de lutte. Donc autant j'ai collaboré avec Survie à l'époque, avec Algeria Watch aussi régulièrement, j'ai collaboré avec d'autres mouvements. La Palestine aussi a toujours été au cœur, et ça a été un ensemble d'expériences, moi, qui m'ont permis aussi de m'enrichir et de m'enrichir politiquement. Et voilà, et puis un jour est venue l'idée de travailler sur ce film de Frantz Fanon, avec une rencontre qui s'est faite avec Omar le 17 octobre 2014 sur le pont Saint-Michel, où on se retrouvait depuis plusieurs années, et puis là, la discussion de faire un film sur Fanon était là, et puis Omar m'a dit, moi j'ai des images, notamment de Abdelhamid Mahri, que j'avais interviewé sur l'Algérie, et qui m'a parlé de Fanon un moment, et c'est une partie que j'ai jamais utilisée, et puis si tu veux, je te les donne, et tu fais ce que tu veux avec, et c'est de là qu'est un peu parti le projet. Il y a une question là. Merci. Moi, en fait, j'aurais voulu savoir ton film en termes de diffusion. Quelle expérience tu as pu avoir en termes de diffusion? Est-ce que tu as essayé de diffuser ton film, je ne sais pas, dans les lycées, ou faire des projections dans des médiathèques, des expériences plutôt positives ou de rejet? Comment ça s'est passé depuis que le film a vu le jour, quoi? Alors, c'est un film qui a été fait de manière indépendante, et la diffusion s'est faite aussi de manière indépendante. C'est-à-dire que ce film-là, il est dans sa 7e année. Donc, il a participé à des festivals, il a été diffusé dans beaucoup d'universités, un peu aux quatre coins du monde, dans des festivals aussi. Le film, il a gagné 2 prix à Cuba, au festival Santiago Alvarez. Pour ce qui est des écoles, alors j'ai fait des projections dans quelques lycées en France. Dans quelques lycées, alors j'en ai fait beaucoup dans les Antilles notamment, donc en Martinique, Guadeloupe, depuis plusieurs années, dont au lycée Frantz Fanon, à la cité Frantz Fanon à Trinité, à La Réunion aussi. En France hexagonale, je crois que j'ai pas fait de lycée, j'ai pas eu d'invitation. Mais sinon voilà, dans les Antilles, voilà. Le film a été diffusé notamment aussi dans des maisons d'arrêt, donc en Guadeloupe, il a fait 3 diffusions à la prison. Là, j'en ai fait une il y a une quinzaine de jours en Martinique, à la maison d'arrêt de Ducos. C'était une des plus belles diffusions que j'ai faites, avec 12 détenus avec qui on a eu un débat de 40 minutes qui a été interrompu par les matons,
Parce qu'en fait, il y avait des horaires, il y avait une grille, il fallait partir. Ils n'avaient pas envie de partir, et moi non plus, parce qu'on était vraiment dans une super discussion. Et d'ailleurs, un des détenus qui n'avait pas pris la parole pendant tout le débat a fini par poser une question à la fin. Je pensais qu'il voulait poser une question, il a juste dit, en fait, il dit, si j'ai bien compris, Fanon, je ne le connaissais pas bien, là je le découvre, et je me rends compte que c'était un médecin de son vivant, mais même mort, il continue d'être un médecin. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était passé, et puis c'était une belle expérience. Et dans les lycées, voilà, pour répondre à ta question, dans les lycées aussi, il y a eu des débats vraiment... Peut-être que tu pourras faire une présentation à la santé. En Algérie, il est passé. Alors en Algérie, il est passé. Alors la première fois, il est passé entre les gouttes. Parce qu'il est passé en 2006. Il est passé au festival au RCB. 2006, pardon. Non, je dis des bêtises. En 2000. Attends, il est sorti quand déjà ? En 2018, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais 2006 en tête. En 2018, il est passé aux rencontres cinématographiques de Bijaya. Et en fait, le film, je crois qu'il est passé entre les gouttes à ce moment-là, parce qu'il y avait un film qui inquiétait beaucoup et qui a été censuré sur le festival. C'était le film Fragment de rêve, qui traitait beaucoup de la question sociale en Algérie, des mouvements sociaux. Et je pense que mon film, dans la petite commission qui a regardé les films, a juste dit « Oh, c'est Fanon, c'est bon, c'est l'Algérie. » Hop, il est passé, ils ne l'ont pas vu. Et à la fin, j'ai senti qu'il y a des gens qui étaient intéressés, mais il y a des gens qui avaient un petit malaise. Et en décembre 2018, il devait passer au festival, le Festival international du cinéma engagé d'Alger. Et le film a été sélectionné. Il a été présélectionné parce que c'est la première fois où dans un festival, je reçois un mail pour me dire « Votre film est présélectionné, mais on ne peut pas le dire officiellement encore, il faut attendre la date. » Bon, tu dis « Ok, super. » Je vais préparer ma valise. Et le jour en fait de l'annonce de la liste des films sélectionnés, le film n'y était plus. J'ai appris par la suite que le film était intégralement, tout le monde avait voté pour qu'il soit dans la liste. Et en fait, c'est une décision du président du jury, qui à l'époque était M. Ahmed Bedjaoui, M. Cinéma en Algérie, qui, voilà, c'est lui qui m'a écrit 2 fois pour me dire ah, c'est génial, avec la commissaire, on a beaucoup aimé, donc il est présélectionné. C'était une manière de dire finalement, c'est pas nous. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec des amis, j'ai pris un billet pour l'Algérie. J'ai acheté un billet parce que j'y vais régulièrement. Je vais voir ma famille. Et en fait, on a organisé une petite tournée clandestine au travers des ciné-clubs. Donc, on a fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais un nouveau numéro de téléphone. Et je ne sais pas comment, au bout de 3 jours où j'étais là-bas, j'ai été appelé par le nouveau directeur de la Cinémathèque d'Alger, qui venait d'être nommé depuis pas longtemps. Il était dans une espèce de polémique parce qu'il avait un manque de légitimité au niveau du petit monde du cinéma algérois. Il y a une pétition qui avait été faite contre lui, l'accusant d'être un flic et ceci, cela. Et lui m'a contacté, il m'a dit voilà, je sais que tu es à Alger, je veux passer ton film à la Cinémathèque. Je lui ai dit d'accord, mais je veux un visa culturel. Il m'a dit ok. Et il a obtenu le visa culturel en 48 heures, ce que les copains de Bijaya avaient obtenu en 6 semaines. Donc pour moi, ça a été l'occasion de protéger ma tournée. Mon film a été vu finalement, il était halal. Donc politiquement halal. Donc pour moi, c'était la possibilité de pouvoir repartir tranquillement et pas être inquiet d'avoir fait une tournée. Parce qu'il y a un des films, il y a un des films qui a été annulé à Bosch-Bois-Avelic parce que le responsable de l'association du ciné-club qui devait faire ça avec la fac a été convoqué par l'ERG. Et donc, il a eu un peu peur et il s'est retracté du projet. Bon, après, je l'ai laissé parce que je n'étais pas à sa place. Voilà, donc en tout cas, le film, il est passé en Algérie et puis il est repassé par la suite. Il est passé aussi à la fac de Ben Aknoun en... C'était quoi? Non, je crois que c'est Bouléa. C'est à la fac de journalisme. Oui, c'est ça, Bouléa. Voilà. Et à la télévision? Non, il n'a pas fait de télé encore. Je vous redemande pourquoi aussi. Je ne sais pas. Alors en Algérie, on m'a proposé de le passer à la télé. Il y a un monsieur qui travaille, comment il s'appelle, Amir Nebash, qui passe à... Je crois qu'il n'avait pas encore vu le film. Et il m'a proposé le film et il m'a dit je peux juste te payer un billet d'avion. Je
je lui ai dit, bon, bah, j'essaierai de voir avec une télé un peu plus sérieuse. Et puis on en reparlera plus tard. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais je pense que s'il avait vu le film, finalement, il aurait changé d'avis. Donc, pardon, excuse-moi. Je me permets une petite intervention, puisque Omar, tu as cité la prison de la santé. Je trouvais ça hyper intéressant de commencer le film avec le discours de Dakar. C'est un discours... Enfin, donc moi, à l'époque, j'avais 7-8 ans. Mais je me souviens quand même que ça m'avait marqué, alors que j'étais pas du tout politisée ou militante à l'époque. Et ça a quand même été un moment, ouais, je pense, important aussi dans la lutte anticoloniale, décoloniale en France. Enfin, dans le milieu, en tout cas, des intellectuels africains et français, ça avait quand même fait couler beaucoup d'encre et les gens avaient pris position. Et donc, ouais, je trouvais ça vraiment très intéressant de commencer avec ça. Et puis, ouais, cette vision de l'Afrique, voilà, figée, très hegelienne, qui est totalement anachronique, hein, vraiment absolument abjecte. Enfin, vraiment, ça mobilise des notions anthropologiques du 19e siècle. Enfin, c'est assez ouf. Et le fait de se dire aussi que donc la personne qui a écrit le discours, c'est Henri Guénaud, qui intervient encore aujourd'hui beaucoup dans les médias pour nous parler de l'immigration et du grand remplacement, quoi. Donc ouais, très intéressant. Et aussi, je trouvais assez intéressante le fait de dérouler le film jusqu'au mouvement du fallisme, du déboulonnage des statues. Et moi, du coup, ça m'a fait penser donc au fait qu'on est très en retard en France là-dedans, j'ai l'impression, dans ce mouvement-là. Et notamment, bon, il y a une grande mobilisation en ce moment autour de la statue du colonel Bijard à Toul. Donc il y a une statue de 2 mètres de haut qui a été érigée à la mémoire du colonel Bijard, pour qui la torture en Algérie était un mal nécessaire. Voilà. Alors, je voudrais juste ajouter là-dessus qu'en fait, en Martinique, en ce moment, il y a le procès qui arrive là, le 5, 6, 7 novembre de ces 11 personnes qui ont déboulonné les statues en 2020. Donc les statues de Schellcher et la statue de Joséphine sur la place de la Savane. Et là, ils sont justement ont besoin de soutien parce qu'on pense que les autorités coloniales locales vont être assez... je pense que pour l'exemple, elles risquent d'être assez dures. Mais je pense qu'il y a un besoin de se mobiliser autour de ça et de montrer qu'ils ne sont pas seuls. Donc, je te rejoins sur la France hexagonale, mais dans les Antilles, il y a eu un mouvement qui ensuite a même inspiré aux États-Unis, en Angleterre, et je ne sais plus où, d'autres déboulonnages de statues qui sont partis à partir de ce qui s'est passé en Martinique. Voilà, en fait. Et juste avec Pépin, je te donne la parole juste en marge. Je veux juste dire sur moi, ce qui me fait plaisir en voyant ce film qui a 7 ans, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, une petite victoire à prendre. C'est par rapport aux images qu'on voit dans le film, il y a entre deux, il y a quand même eu la libération de Georges Ibrahim Abdallah qu'on voit dans le film, la libération de Léonard Pelletier, le fait que la France ait quand même perdu une partie de son précaré africain, notamment dans la zone sahélienne, même si la situation est très difficile. Et surtout, la belle nouvelle, comme on a dit, c'est que Sarkozy dort en prison. Ça, oui, non, mais toutes ces manifestations contemporaines, donc tu parlais tout à l'heure de la brogation folklorique et démagogique de l'accord de 68 franco-algérien. Tout ça montre la pertinence des analyses de Fanon, qui disait parfaitement, de manière extrêmement claire, que les États colonialistes sont des États racistes. Et les États néocolonialistes le sont tout autant. Donc il y a une continuité idéologique qui est absolument avérée, qu'on voit aujourd'hui dans ce rapport absolument pathologique à l'Algérie de la droite et de l'extrême droite. La droite, c'est mieux, hein, ils sont tous extrêmes. Donc, voilà. Donc ce rapport complètement pathologique, maladif à l'Algérie, à une guerre perdue qu'ils ne gagneront jamais, à une espèce de vengeance symbolique. On voit bien qu'on est dans une continuité politique qui est intacte. Hein, et cette continuité politique, ce qui est extrêmement regrettable, elle n'est pas seulement de droite, elle va jusqu'à la gauche de la droite, jusqu'à des forces qui se présentent comme populaires et proches de la société, hein, comme le Parti socialiste, par exemple. Donc on est dans une situation politique
totalement fanonienne aujourd'hui, en France en tout cas, très clairement, le soutien au génocide, le soutien muet au génocide, n'est jamais exprimé de manière franche et courageuse. Hein. Aucun d'entre eux n'aura le courage de dire « moi je suis pour qu'on tue tous les Arabes », mais on comprend bien qu'ils le pensent très fortement. Cette volonté, si vous voulez, cette indifférence par rapport au carnage qui se déroule au Soudan, le mutisme total sur l'extermination des populations du Kivu, dans le Congo, j'allais dire au Congo Léopold, voilà, au Congo démocratique. Donc on est vraiment dans une situation où, sous prétexte de lutte contre le wokisme et de remise en cause un peu de la critique, de toute la théorie critique d'ailleurs, on assiste à une réhabilitation objective du colonialisme, du néocolonialisme et du suprématisme. Aujourd'hui, les droites occidentales sont trumpiennes. Elles ne cachent pas leur mépris des Noirs, de l'islam, des Arabes, etc. et de leur supériorité. En termes de carnage, c'est une supériorité que personne ne leur conteste. Mais on voit bien que les bourgeoisies occidentales de ces grandes démocraties donneuses de leçons, aujourd'hui, sont nues. Elles apparaissent dans leur affreuse nudité comme étant objectivement racistes, objectivement. Le discours de Dakar, de Guéno et de Sarkozy, de ce duo effroyable, et nous avait stupéfait à l'époque, parce que on savait qu'ils pensaient ça, on savait qu'ils nous prenaient pour des singes à peine évolués, mais être capable de le dire à Dakar, dans une enceinte universitaire, c'est dire à quel point la compromission de nos bourgeoisies nationales, telle qu'illustrée dans les méfaits de la conscience nationale, dans les années de la terre de Fanon, était là. C'était la preuve palpable, non seulement du racisme de Sarkozy, qu'on comprend parfaitement, étant donné ce qu'il est, mais ce qu'il a montré, c'est surtout la complicité et la soumission de nos bourgeoisies nationales. Et ça, c'est un des thèmes fanoniens qui est, on parle souvent de Fanon le libérateur, le partisan, mais il y a aussi le Fanon très lucide sur l'évolution des sociétés postcoloniales. Il a vu en Tunisie comment évoluait le régime tunisien. Il avait été au Maroc où il a fait son accident de voiture qui a provoqué probablement sa leucémie, disent certains. Il a vu comment évoluaient les régimes politiques de ces pays-là, et il savait parfaitement, il a parfaitement saisi cette espèce d'intégration des non-valeurs des bourgeoisies occidentales par les pouvoirs postcoloniaux. Voilà. C'est pour ça que Fanon, il est toujours vivant. Ouais. Merci beaucoup. Si on peut aussi partager et recenser ensemble, il y a le site, le travail que fait Survie, il y a Algeria Watch qui aussi a une adresse mail, une adresse de site qui s'appelle algeriawatch.info, où vous avez l'ensemble des recensions et des analyses depuis 1997 avec algeriawatch.info. Et il y a aussi le site remarquable aussi de histoirecoloniale.net qui recense beaucoup d'initiatives, et notamment sur quand on a évoqué les mobilisations autour des boulonnages, des rebaptiser les noms. Il y a le travail remarquable de l'historien Alain Ruscio aussi, et histoirecoloniale.net avec Gilles Manseron qui est ici présent. C'est un site tout à fait remarquable qu'il faut consulter. Merci. Moi, je voulais juste partager une autre information dans les sites, dans les infos intéressantes. Saïd Bouamama, le sociologue, a lancé aussi une école des damnés de la Terre, l'école des damnés de la Terre. Donc, une fois par mois, on se réunit sur Paris et on parlait beaucoup d'éducation populaire dans son film.
Enfin, c'est un peu ça. C'est une super initiative et je crois que beaucoup d'acteurs veulent aller dans ce sens de la formation. L'Assemblée des quartiers aussi aimerait faire extrêmement utile. Ouais. Et parce qu'on se rend compte que c'est pas à l'école qu'on apprend tout ça. Il y en a là qui doit annoncer. Alors, je vous remercie. Enfin, c'est la deuxième fois que je vois le film. La première fois que je l'ai vu, c'était quand il était sorti. Donc ça fait un petit peu longtemps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait eu une discussion aussi après le documentaire. Et il y avait quand même une dame, bon, évidemment convenable, puisque vu la question qu'elle avait posée, elle avait dit, non, c'était pas une question, c'était une remarque, elle avait dit quand même qu'elle était choquée que quand même, Ouria Boutelja, qui soit interrogée, vous aviez très bien répondu. Vous teniez à la mettre parce qu'elle dérangeait, etc. Sinon, voilà. Et donc, oui, alors j'ai une question là qui vient parce que peut-être que j'ai pas bien compris, mais là j'ai l'impression qu'il est dit dans le documentaire que pour Frantz Fanon, les pays qui ont été indépendants, enfin en tout cas de l'Afrique francophone, qui ont été indépendants avant l'Algérie, en fait ils ne se sont pas battus pour, enfin, d'après ce que j'ai compris, alors qu'en réalité, enfin, ils se sont quand même battus. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Et sinon, juste pour vous donner une information, enfin moi j'ai vu un autre film, mais alors un film algérien, là, une fiction qui s'appelle Frantz Fanon, et qui parle juste de sa période quand il était à Blida entre 53 et 56, et c'est très intéressant. Bon, il a été très peu diffusé, évidemment. Voilà. J'ai pas trop entendu. Ouais, ça l'a déjà. Juste, merci pour le film, parce que justement, moi j'ai vu les deux films, la fiction qui a été faite par le Martiniquais. Guadeloupéen, ouais. Ah, si, il est Guadeloupe. Il est Guadeloupéen. Qui était une bonne fiction, on va dire, mais qui ne passera jamais en Algérie parce qu'il montre comment Aden, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'assassinat d'Aden dans le film, quoi, qui était visiblement, j'ai découvert, hein, honnêtement, je ne savais pas, qu'il était très proche d'Aden Arban, qui, dans le film, d'ailleurs, je demande à Omar peut-être une information, ce serait Aden qui l'aurait emmené au FLN, dans la fiction. Hein, c'est Aban, Pierre Chollet et Salah Louanchi. Ce sont Salah Louanchi et Pierre Chollet étaient beaux-frères. Hein. Salah Louanchi était marié à la sœur de Pierre, et ce sont eux, et effectivement avec Aban, qui ont pris la responsabilité de mobiliser, de recruter en fait Fanon. Donc, dans le film, on montre que Aban a été assassiné par le FLN. Donc, voilà. Et le deuxième dont vous parlez, qui est fiction, qui est fait par je crois que c'est une commande algérienne, je me trompe peut-être, mais en tout cas, il a été financé par une bonne partie par l'Algérie. Je trouve la différence, pour ne pas revenir, parce que là, il montrait, dans votre film, je trouve ce qui est intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aspect internationaliste de Fanon qu'on ne retrouve pas dans les deux autres films. Je ne sais pas si c'est vous, c'est Omar qui disait, je dirais qu'il est passé, il est rentré, il est sorti faire sa vie ailleurs, alors que c'est une personnalité. Et qu'est-ce qui a fait que, au-delà du poids du colonialisme, etc., qu'il n'ait pas ce statut après sa mort et aujourd'hui? Très peu de gens, même en Algérie, il faut être honnête, moi je n'ai pas envie de dire de conneries, mais mes nièces qui ont 25 ans ne connaissent pas forcément Fanon, quoi. Et en Martinique, c'est la même chose. J'ai des amis en Martinique. Cette année, ils ont fait le grand truc pendant 10 jours. Je crois qu'ils ont fait vraiment des hommages assez importants pour Fanon. Voilà, c'est ça ma question à Omar et à vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au-delà du fait qu'il était anticolonialiste, il y en a qui le sont, mais qui ont pris une place. Mais lui, ça a été quelque chose qui est quand même assez frappant. Alors, je vais répondre d'abord à votre question. Donc en fait, oui, en effet, en Afrique, on dit souvent que les indépendances ont été données. Alors,
ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le cas de l'Algérie est particulier, parce qu'il y a eu une lutte de libération nationale, il y a eu un mouvement national qui s'est mis en place, et où toute la population a adhéré dans un contexte où, peut-être qu'à la différence des autres pays qu'on avait en Afrique de l'Ouest, c'est que l'Algérie était une colonie de peuplement. Et donc les enjeux n'étaient pas les mêmes, la présence française n'était pas la même, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, le nœud algérien est toujours présent dans la gorge des fachos, des nostalgériques. Et on retrouve un peu cette dynamique-là, on l'a retrouvée en effet au Cameroun au travers de l'UPC, les mouvements dont les leaders, Félix Moumié, Ruben Niobé et d'autres qui ont été très présents, et où on a retrouvé aussi un mouvement armé qui était présent, et en Afrique du Sud. En Afrique de l'Ouest, le process n'a pas été le même. La France a préparé des élites qu'elle a, on retrouve aujourd'hui quand on parle de Senghor, on parle des Houphouët-Boigny et autres. C'est des gens qui ont été préparés, qui étaient déjà les relais, la nouvelle courroie de transmission du néocolonialisme qui était mise en place, tout en sachant qu'il fallait déjà qu'on ait un maximum de pays qui soient indépendantes et qui puissent voter également à l'ONU contre l'indépendance algérienne, contre la reconnaissance du FLN. Donc ça, c'était préparer des espèces d'alliés dans la région, tout en conservant exactement les mêmes intérêts coloniaux. Et on le voit au travers jusqu'à aujourd'hui, de la monnaie du CFA, le fait qu'il n'y ait pas besoin de voter à l'Assemblée nationale, il n'y a pas besoin de voter pour qu'il y ait une intervention militaire dans ces régions-là, que la France ait une priorité. Dès qu'il y a un projet d'infrastructure qui doit se mettre en place, il faut d'abord que ce soit la France qui donne ses conditions, à savoir s'ils prennent le marché ou pas. Alors, il y a plein de choses comme ça. Quand on retrouve des ressources importantes dans les sous-sols, la France est prioritaire. Donc voilà, ce système a été mis en place. En Algérie, la différence, c'est qu'il y a eu quand même une rupture avec le peuple et il y a eu une lutte de libération nationale qui s'est mise en place. Alors, je reviens un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Fanon. Oui, en effet, Fanon, je pense qu'il a été beaucoup plus étudié en Algérie jusque dans les années 80. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, des analyses de Fanon, notamment toutes ces analyses sur la bourgeoisie nationale et sur les mises en garde qu'il a faites à l'époque pour les pays africains, toutes les mises en garde qui ont été faites, toutes les erreurs à ne pas faire après les indépendances, c'est aussi beaucoup de choses qu'a fait le régime algérien. Et donc, c'est très embêtant de mettre en avant quelqu'un qui pointe du doigt les erreurs qui ont été faites. Donc, ne pas en parler, la meilleure manière de le faire, c'est peut-être juste de nommer des hôpitaux, des avenues, des rues, mettre des statues, qui ne ressemblent pas toujours à Fanon d'ailleurs. Et c'est une manière de faire une certaine diversion, mais tout en étant obligé de respecter que c'est un moudjahid du pays et qu'il a toute sa place en tant que moudjahid et qu'il est présent, il est là, on doit le reconnaître, mais si on peut garder juste l'esthétique et éviter le contenu politique, ben c'est mieux pour l'actuel pouvoir. Oui, en fait, Fanon a été très étudié. Hein. Il y a énormément d'écrits, de livres. Une des grandes, probablement celle qui a la plus grande expertise sur Fanon, c'est Christiane Achor-Chollet. Donc il y a eu, mais enfin, effectivement, tu as raison, la trajectoire et le combat de Fanon sont assez méconnus. Mais comme toute l'histoire de la révolution algérienne, hein, on sait, on a des noms de rues, on sait qu'un type s'appelait Didouche Mourad, l'autre s'appelait Zéhot Youssef, le troisième s'appelait Aben Ramdan, on ne sait pas très bien comment ils sont morts ou ce qu'ils ont fait. Mais tout ça participe d'un conflit interne au mouvement national algérien, qui date de la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, si vous voulez, très rapidement, très schématiquement, il y a eu les wilayas de l'intérieur, les organisations combattantes de l'ALN-FLN à l'intérieur du pays, et il y a eu, à partir de la fin des années 50, disons 58-59, la constitution d'une armée des frontières qui était en Tunisie et au Maroc. Cette armée des frontières s'est rapidement vue être encadrée par des officiers démissionnaires ou déserteurs, ça dépend comment on les juge, de l'armée française. Et donc, cette armée des frontières qui a combattu, mais pas autant
largement pas autant que les wilayas de l'intérieur, n'avait pas la légitimité. Cette armée des frontières n'avait pas la légitimité populaire, la légitimité historique, la légitimité combattante des Katibas de la LN de l'intérieur. Quand arrive l'indépendance, les chefs de l'armée des frontières, qui était une armée organisée, à la différence des maquis de l'intérieur qui avaient énormément souffert de la guerre, qui étaient sans moyens, qui étaient sans équipement, cette armée des frontières est entrée en Algérie avec du matériel, de la puissance de l'organisation et aussi l'assistance de l'armée coloniale, qui a donné les casernes de l'armée coloniale à l'armée des frontières. Mais ces chefs de l'armée des frontières, à commencer par l'entourage immédiat de Boumedienne, n'avaient pas cette légitimité. Donc, que faire? On a vu apparaître sur les murs de toutes les villes d'Algérie, à ce moment-là, un slogan extraordinaire, « Un seul héros, le peuple ». Voilà, quel slogan magnifique. C'est l'incarnation même, la synthèse du populisme démagogique. Ce slogan a été inventé par les services de l'action psychologique des services de la police politique de Boumedienne pour occulter, effacer le poids, le rôle des authentiques héros de la révolution algérienne, ceux qui ont vraiment supporté tout le poids de la guerre. Donc, derrière cela, a commencé dès 62-63 une stratégie de reconnaissance, comme l'a dit très justement Hassan, une stratégie de reconnaissance des héros, tout en les dépouillant de leur épaisseur historico-politique. Et c'est pour ça qu'en Algérie, aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de folklorisation des dates fondamentales, fondatrices, comme celle du 1er novembre 1954, qui est une date extraordinaire. Il y a une espèce de commémoration bureaucratique, mais sans aucun embrayage populaire. Et ça, c'est délibéré. Ce régime-là est un régime issu d'un coup d'État militaire pendant l'été 62, au moment de l'indépendance. Ce coup d'État militaire s'est réitéré le 19 juin 65 par la prise de pouvoir de Boumedienne et le 11 janvier 92 par l'interruption d'un processus démocratique. Donc, il y a en Algérie, globalement, un régime autoritariste, sans base légitime, sans base populaire, mais qui conserve paradoxalement, malgré tout, une partie de l'héritage révolutionnaire du mouvement national algérien de la guerre d'indépendance. Par exemple, le soutien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a une énorme campagne de propagande et de désinformation sur le rôle de l'Algérie au Sahara occidental et vis-à-vis du Front populaire Polisario et de la République arabe saharaoui démocratique. Eh bien, ça fait partie, si vous voulez, de l'ADN politique du mouvement national algérien dans toutes ses composantes. Dans ses composantes démocratiques, il ne faut pas oublier que la matrice du FLN algérien, c'était le Parti du peuple algérien / Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, PPA-MTLD. Donc, il y a cette aile démocratique, cette aile sociale, cette aile révolutionnaire qui a fait le 1er novembre 1954 et l'appel au peuple algérien, à vous qui êtes appelés à nous juger. Et il y a une aile fasciste dans le régime algérien, celle militariste autour de l'état-major général qui s'est constitué à Gardimaou en particulier, en Tunisie. Voilà. Donc, cette non-connaissance de Fanon, ou cette connaissance très approximative, un peu holographique, si j'ose dire, de Fanon, elle est directement liée à l'histoire en tant qu'enjeu politique actuel. Voilà. Voilà. Je vais essayer de répondre. Du coup, est-ce que dans la suite des projections, il y a d'autres échéances, là, après ce 1er novembre, pour ton film? Oui, il y a une projection à Marseille. Il y a une projection à Marseille aussi. Le 14, il y en a une à Montpellier le 27 novembre. Et le film passe à Dakar, je crois, le 18 ou le 19 décembre au Musée des civilisations noires. Donc voilà. Et puis il y a également des projections qui se font où je ne serai pas présent. Il y en a 2 qui se font au Brésil au mois de novembre.
Et il y en a une qui se fait au Portugal, qui est organisée par Flavio, qu'on voit dans le film sur la partie portugaise. Donc, dans le cadre du centenaire de Fanon, ils vont organiser cette projection. Il y avait une annonce alors. Non, il y a longtemps. Oui, justement, je voulais poser une question. On sait que Fanon est assez peu documenté. Et du coup, moi, je me posais une question par rapport à votre livre. Comment vous avez sélectionné les personnes que vous avez interviewées? Comment ils ont été... voilà. Bonne question. Alors pour la première partie, c'était un peu plus facile parce que les personnes qui ont connu Fanon à l'époque, il n'y en avait plus beaucoup. Et vous avez vu à la fin, après à la fin du tournage de film, il y avait déjà, il y en a 5 d'entre eux qui sont décédés. Pour la deuxième partie, alors là, ça a été tout un travail de réflexion qui était lié à la fois à l'internationalisme de Fanon. Alors, par exemple, je ne vais pas vous donner plus de temps à l'Algérie qu'à un autre pays, parce que j'avais vraiment envie d'inscrire Fanon dans son internationalisme et un peu aux 4 coins du monde. Et en même temps, il y avait aussi la réalité financière, parce que ce film-là, il a été fait avec un appel à dons. D'ailleurs, s'il y a des personnes dans la salle qui ont participé, je les remercie encore, parce que sans eux, le film n'aurait pas pu être fait. Le film a été fait avec un budget intégralement de 15 000 €, donc qui intègre tous les voyages, le montage, tout ce qui a été fait sur le film. Et du coup, j'ai dû quand même choisir quand même des personnes en grande partie que je connaissais, donc des relations militantes. Il n'y a que quelques personnes que je ne connaissais pas, avec qui j'ai été mis en contact par des amis militants qui m'ont mis en contact, qui m'ont facilité la mise en contact. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu frustrant parce qu'il y a des endroits où j'aurais aimé aller, ajouter dans le film où je ne pouvais pas. Après, au bout d'un moment, je suis très content des personnes que j'ai eues. Finalement, le premier montage avait duré près de 2h30. Il a fallu le raccourcir, faire un film d'1h30 pour pouvoir le diffuser normalement. Et là, j'ai réalisé que j'avais vraiment assez de personnages. Mais sinon, c'est vrai que, par exemple, aller au Sri Lanka et aller rencontrer des gens, des tigres tamouls qui se sont beaucoup inspirés de Fanon, dont Fanon était une des lectures importantes. Aller par exemple en Tanzanie, Dar es Salaam, qui était une des capitales du panafricanisme, aurait pu être intéressant. Aller dans un autre pays lusophone d'Afrique, aller en Mozambique ou alors en Angola, rencontrer des héritiers du MPLA ou du Frélimo, ça aurait pu être très intéressant. Malheureusement, au bout d'un moment, il faut se faire une raison et puis garder les pieds sur terre. On a assez de matière et puis on fait ce qu'on a et puis je suis assez content du résultat final. Je voudrais juste revenir sur une petite chose que vous disiez tout à l'heure par rapport au film qui a été fait par Jean-Claude Barny. Alors, qui a été fait en même temps que le film de Abdelnour Zahzah. Le film de Abdelnour Zahzah, moi je le trouve beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus réaliste sur Fanon. Il est beaucoup plus, je pense qu'il y a plus d'humilité dans son projet, et puis on retrouve vraiment la pensée politique et clinique de Fanon. Alors que le film de Barny, c'est un film qui se veut s'inscrire un peu dans un film, un Spike Lee à la française, où finalement dedans il y a beaucoup d'erreurs historiques. Il y a des erreurs cliniques aussi. Il y a des anachronismes. Par exemple, dans le film, on voit Aban Ramdan qui est tué, on croit que c'est en Tunisie. Aban Ramdan, il a été tué au Maroc, dans une ferme du côté de Balkan, entre Balkan et Tétouan. Dans le film, il y a une scène où, quand il arrive en Tunisie, alors moi j'ai trouvé même l'orientalisme dans ce film, dans la manière de jouer. Alors, j'ai rien contre nos amis tunisiens, ici présents. Mais en fait, on a pris des acteurs tunisiens pour jouer des Algériens à Blida. Et moi, la question que je me posais, c'est de demander si le réalisateur avait fait une scène aux Antilles, en Martinique, est-ce qu'il aurait pris des acteurs haïtiens pour parler dans le créole haïtien ou guadeloupéen ou autre que martiniquais? Je pense que ça aurait été problématique aussi. D'autant plus que Fanon dit parler une langue, c'est adopter un monde, une culture. Et donc, je pense que ces détails sont importants, d'autant plus que le film a été tourné en Tunisie, mais on peut y aller en bus en Tunisie d'Algérie. Il aurait pu y avoir quelques acteurs algériens. En même temps, il y a toute une partie dans l'hôpital de Blida où en fait les femmes européennes n'existent pas. Et dans le travail de Fanon, il est important de voir justement dans l'évolution de lui-même, dans son parcours personnel, dans sa propre désaliénation, l'exemple des méthodes qu'il a appris chez Toscaïès à Saint-Alban. Lorsqu'il les applique à Blida, elles fonctionnent très bien avec les femmes européennes, mais elles ne fonctionnent pas du tout avec les hommes algériens, parce que, en fait,
tout simplement, ces méthodes, elles sont coloniales quelque part. Et lui-même, en se rendant compte de tout ça, il va faire un travail sur lui-même, et c'est là qu'il va aller dans les montagnes, il va aller rencontrer des mystiques, des imams, pour essayer de se décentrer lui-même de son propre eurocentrisme dans la manière de pratiquer la médecine. Et ça, dans le film, on ne le voit pas du tout, alors qu'il y a une partie immense sur l'hôpital, et c'est dommage. Il y a des dates où c'est complètement... Il y a un mélange en Tunisie, où Fanon arrive et Aban Ramdan le reçoit, alors que je pense que ce n'est pas Aban Ramdan qui le reçoit quand il arrive en Tunisie. Et il lui dit, oui, avec le GPRA, nous avons décidé de te nommer ambassadeur pour l'Afrique, tiens ton passeport. Alors que, bon, il arrive en avril 57 à Tunis, le GPRA écrit en septembre 58, Fanon est nommé ambassadeur en 60, et je crois en avril 60. Et ça, c'est quand on fait un travail historique sur un personnage comme Fanon. Moi, quand j'ai fait mon film à la fin, j'ai eu un petit conseil scientifique. Avec le peu de budget que j'avais Romain, j'avais François Gèze, il y avait Walem, il y avait je ne sais plus qui d'autre, je crois Youssef, et je leur ai payé une bière à la fin. Mais quand on a fait un film avec 4 millions d'euros, je pense qu'il est important de prendre un petit conseil scientifique avec au moins 2 historiens sérieux qui peuvent vous orienter, vous dire si non, là tu déconnes. Et alors, moi j'ai vu la première version où à la fin, c'est la voix off qui dit « Je suis mort le 21 décembre 1961 ». Alors que Fanon est mort le 6 décembre. C'est pas sérieux de faire un film sur Fanon et de se tromper sur les dates. Surtout avec un gros budget comme ça. Donc, je dis ça, c'est pas parce que je vais être dans la concurrence de films et tout ça, pas du tout. Mais moi je pense que ce genre de films font partie de la tentative de banaliser Fanon et de Che Guevariser Fanon. D'en faire un t-shirt avec une icône où on en fait un produit commercial et on essaie de le vider de toute la substance, une icône, voilà. C'est une icône, on sait qui il est, c'est cool d'avoir un t-shirt Fanon, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il représente. Et je pense que dans l'ère du temps, dans l'ère de la contre-révolution coloniale, je pense que ce type de film, alors de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas, participe à ce travail-là, quoi. Madame, vous aviez une annonce, c'est ça? Oui, vous vouliez partager. C'est par rapport à la marche le 11 novembre. On a une marche contre les guerres impérialistes et contre l'UE et contre l'économie de guerre qu'on nous impose en ce moment en France. Et donc, il y a beaucoup d'organes qui sont organisatrices de cette marche. Je vais vous laisser quelques tracts ici. Il y a un QR code. Vous aurez toute la liste des organes qui ont signé donc pour la marche. Et il y a des organes qui viennent quand même, comme Urgence Palestine, et qui n'ont pas signé l'appel. Bon, ça c'est autre chose. Et donc voilà, je vous recommande tous de venir le 11 novembre à 14h. Alors ça sera devant la station Port-Royal. Et pour aller au ministère des Armées, le 11 novembre à 14h. Vous aurez toutes les informations là-dedans. Merci. Madame aussi. En fait, c'est une question que vous y avez partiellement répondu. Je m'étonnais, je me demandais si vous aviez essayé de rencontrer Alice Cherki, qui a quand même écrit sur France Fanon. Alors, mais je ne sais pas. Alors en fait non, parce que j'avoue qu'Alice Cherki fait partie des personnes qui ont dit beaucoup de choses sur Fanon et qui sont déjà disponibles partout. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui sur YouTube, Alice Cherki et Fanon, je pense que tout ce qu'elle avait à dire sur Fanon, elle l'a dit. Et c'est vrai que j'avais plus envie de trouver des personnes qui avaient croisé Fanon, comme Marie-Jeanne Manuelan d'ailleurs, qui était assistante sociale à l'hôpital Charles Nicolle avec Fanon et qui est devenue une amie. Et pardon ? Oui, bien sûr, mais je veux dire, Alice Cherki, son témoignage, je veux dire, elle a écrit des livres, elle a été dans toutes les conférences, on les retrouve partout sur YouTube, et ça aurait été bien de la mettre juste pour la mettre. Mais ce qu'elle avait à dire, je pense que elle a déjà dit, quoi. Voilà, donc après, j'ai rien contre Alice Cherki. Je sais qu'il y a des fois, on me dit « Ah, il n'y a pas Alice Cherki, je m'en vais. »
tu l'auras posé. Vas-y, Benjamin, on est montré nulle part. Tu es le seul à l'avoir montré. Oui, alors je sais qu'après, il y a un autre film qui a été fait, je crois, de Mehdi Lalaoui, où il a interviewé. Ah, elle est interviewée, oui, ça c'est bien, oui. Parce que Marie-Jeanne, c'était quand même quelqu'un de très très oui, bien sûr. Oui. Oui. Je voulais sur ce que vous avez dit pour la projection en Algérie. Vous avez parlé de personnes qui avaient eu un malaise, si vous pouvez dire pourquoi. La deuxième, quelle est la raison invoquée par Ahmed Djaoui pour ne pas passer votre film? Alors, il n'y a pas une personne qui a eu un malaise. J'ai dit le film, en fait, à la fin, il y avait... Ça a créé un petit malaise, dans le sens où, dans l'ambiance. Je pense que... je pense que le personnage de Abdelhamid Mehdi ne plaît pas à tout le monde, et le personnage de Salim Arzali non plus. Voilà. Et aussi le nom de Omar Bendera, je pense que voilà. Mais le fait de voir dans le film, de voir déjà ces deux personnages, de voir Omar au générique, je pense que peut-être que au niveau des officiels, c'est là où c'est plus dérangeant, alors que le film, moi partout où je l'ai passé dans les cinémas avec les gens, il a été très très bien reçu. À l'université de donc ça vous aurez un, et d'ailleurs c'était bien parce que c'était un public qui était à grande majorité féminin, et on a eu un super débat à la fin, c'était vraiment très bien, il y avait presque 250 étudiants dans la salle, et c'était vraiment une très belle projection, et j'étais très content de la rencontre qu'on a eue, c'était vraiment intéressant, quoi. C'était une belle rencontre. Après Ahmed Bedjaoui, ben oui, alors moi, je veux dire que Ahmed Bedjaoui, il a fait une censure sans dire. C'est-à-dire que le jour où je l'ai rappelé en disant, moi, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, il m'a dit, ah, ben, c'est pas moi, je sais pas. Et voilà. Et il a abrégé le. Et c'était. Je pense que c'était 1 mois et demi avant le Hirak. Donc, il y avait une certaine tension dans l'air. Et moi, quand je suis allé, j'ai passé mon film et je suis rentré en France, je crois, 5 jours avant le 22 février. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui était présent, et puis bon, aucune surprise avec le Hirak, quoi. Donc, oui, c'est juste pour faire une annonce. Le jeudi, donc 6 novembre, à la Bourse du Travail au Charlot, il y a donc les 6 prisonniers de la CCAP, donc Kanak, qui étaient en prison ici pendant 1 an pour avoir défendu l'indépendance de leur pays, bien entendu, et qui ont enfin la possibilité déjà de pouvoir retourner en Kanaki et de pouvoir se rencontrer. Donc pour la première fois, ils seront ensemble et ils expliqueront déjà la situation actuelle en Kanaki, et ils raconteront ce qui leur est arrivé ici dans les geôles françaises. Voilà, donc à partir de 19h à la Bourse du Travail au Charlot. Et ça vaut le coup parce qu'ils sont passés à Marseille il y a 15 jours. Donc, si je vous dis en fait Hirak et Fanon, qu'est-ce que vous répondez? Moi je réponds, c'est la conscience populaire, c'est la libération d'une conscience populaire pacifique, parce que aussi c'est intéressant de mettre en opposition la réputation de violence qui entoure l'action politique et l'œuvre de Fanon. Fanon n'a jamais été un partisan de la violence. Il estimait que la violence était le dernier recours dans une situation d'oppression coloniale. C'est la résistance. Dans une situation, et c'est tout à fait actuel aujourd'hui, dans une situation d'oppression nationale par les dirigeants de son propre pays, à ce moment-là, la violence n'est plus de mise. Et la lutte politique, c'est une lutte politique qui doit être pacifique. Donc, je pense que le Hirak a montré à travers la récupération notamment des visages et des slogans des militants de la cause nationale pendant la lutte armée, ont montré qu'il y avait une continuité historique aussi dans la société algérienne, dans la population algérienne, et une reprise d'un peu de tout ce qui faisait un peu le discours à la fois de résistance et le discours internationaliste. Le Hirak a été un mouvement pacifique, extrêmement critique, extrêmement créatif, national et internationaliste. Ça, il faut vraiment le souligner. Je pense que l'esprit dénué de tout a priori idéologique de Fanon,
il savait ce qu'était le marxisme, il connaissait, il avait vu l'Union soviétique, il savait ce qu'était la révolution chinoise. Et il n'a jamais été un partisan du communisme bureaucratique, il n'a jamais été non plus un partisan du capitalisme. Donc c'était un homme libre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la jonction de Fanon, c'est l'éthique de l'engagement et le principe de réalité. Ça, c'est vraiment, d'un point de vue politique, c'est, à mon avis, l'enseignement premier de son œuvre et de son action. Et le Hirak, c'est un peu l'application de ce principe de réalité, la revendication de droit, la pression faite sur le régime, la pression faite sur les décideurs, mais une pression politique et pas une pression violente. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, c'est bon. Ça peut même faire une belle conclusion. Je me permets d'annoncer des prochaines dates pour l'association Survie. Donc le 11 novembre, on organise ici une soirée dédiée à la pensée de Rosa Luxembourg pour essayer de la relier avec notre mobilisation antimilitariste aujourd'hui. Le 28 novembre aussi, on va organiser une soirée regard croisé sur les situations en Côte d'Ivoire et au Cameroun après les mascarades électorales de ces dernières semaines. Ce sera à la Maison Ouverte à Montreuil. Donc voilà. Merci. Merci.